Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour à tous, bienvenue dans notre matinale d'info avec la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, au lendemain de l'intervention télévisée du chef de l'État, c'est une ministre du gouvernement que nous recevons, Hélène Geoffroy. Bonjour, vous êtes secrétaire d'État à la ville et ancienne maire de Vaux-en-Velin. Vous vous interrogez ce matin à mes côtés Christophe Bordet de Sud Radio. Bonjour Christophe. Et Michael Zamès de Public Sénat. Bonjour. Bonjour Michael. à tous. Hélène Geoffroy, il y a un problème. La une du Parisien, c'est le mal de dos. Et Emmanuel Macron, pas de photo du président. Le Figaro, c'est le Brexit. Une photo du président, mais décalée. Et Libération, pourtant assez proche de vous, même Libération, pas de photo du président une et une demi-page simplement en page 8, traitant de l'intervention du président. Comment expliquez-vous cette indifférence? C'est raté cette intervention? Je ne crois pas que l'intervention était ratée. Le président était déterminé dans ses réponses, pédagogue, convaincu. Moi, je crois qu'il a montré la capacité d'expliquer ce que nous avons fait depuis 4 ans. Donc il a reparlé au bilan du président de la République. Et puis aux perspectives aussi. Il y avait les deux aspects, c'est-à-dire à la fois rappeler ce que nous avons fait. Ce qui est frappant, moi qui suis secrétaire d'État depuis 2 mois dans mes déplacements, c'est que même lorsque nous avons fait des choses, et j'ai en tête un exemple qui me revient d'un jeune qui a bénéficié de la garantie jeune, qui en était très content, qui remerciait sa conseillère de mission locale, qui remerciait également le chef d'entreprise qu'il avait recruté alors que ça faisait 2 ans qu'il était sans travail. Au bout de 3 mois de garantie jeune, il avait été remis en perspective. Et comme dit-il, mais vous, que faites-vous? Et je lui dis, mais justement, la garantie jeune... Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Comment vous expliquez cette indifférence? D'autant plus que c'est la même chose avec la presse quotidienne régionale. On le verra dans la deuxième partie de cette émission. Moi, je ne peux pas commenter les choix des journalistes. Mais là, ils sont généraux, les choix des journalistes et des rédactions qu'ils ont fait. Ils parlent beaucoup du président de la République depuis plusieurs jours. Son intervention, avant même qu'elle ne soit faite, a été beaucoup annoncée, commentée. Christophe Bordet. En tout cas, moi, ce que je pense, c'est qu'il y a un moment où il faut qu'on puisse dire l'action publique, et la presse et les journalistes que vous êtes doivent contribuer à éclairer les choix pour une opinion. Et donc, si l'on fait le choix de ne pas parler d'intervention, ça veut dire qu'on fait le choix peut-être de ne pas contribuer ainsi à expliquer, que l'on soit d'accord ou pas, à expliquer ce qui est fait. Et je pense qu'une action publique a besoin, effectivement, de lisibilité pour pouvoir être comprise. Hélène Geoffroy, la France va mieux, c'est ce qu'a dit François Hollande. C'est pas vraiment ce que disent les Français. Alors, est-ce que c'est les Français qui sont déconnectés ou Hollande qui a raison contre tout le monde? Personne, on ne peut pas avoir raison contre tous quand on est président de la République ou lorsqu'on est au gouvernement. Mais il a été objectif, il a expliqué pourquoi la France allait mieux, parce que l'économie allait mieux, parce que nous créions enfin de l'emploi, ce qui n'était pas arrivé depuis plusieurs années. C'est un fait, c'est objectif. Il a dit aussi qu'un certain nombre de jeunes avaient retrouvé le chemin de l'emploi par tous les dispositifs que nous avons mis en place. Il a dit que les déficits se réduisaient, donc c'est objectif quand il dit cela. Oui, et les chiffres qu'il a donnés hier soir ne sont pas les chiffres qu'on a récupérés ce matin. Et en même temps, ce qu'il dit, le président de la République, il a dit « J'ai conscience au moment où je le dis que les gens qui ne vont pas mieux pourraient se dire, est-ce que je suis déconnecté? Mais j'ai conscience qu'il y a des gens qui ne vont pas mieux. C'est pour ça que notre action continue. Avec François Hollande, vous dites, la France va mieux, je suis désolé, mais quand on regarde par exemple hier, l'actualité d'hier, Manuel Valls va à Mantes-la-Jolie pour présenter les grands axes du plan pauvreté. Bon, le RSA, augmentation de 2%, annonce faite hier, 2 millions de personnes qui sont concernées. Est-ce que c'est ça la France qui va mieux? 2 millions de personnes qui aujourd'hui sont au RSA, et la seule solution que l'on trouve, c'est augmenter ce RSA de 2%? Mais faut pas être contradictoire dans ce qu'on dit. On dit que l'économie se redresse. C'est une condition sine qua non pour créer de l'emploi. Je crois que tout le monde le dit et le redit avec énergie. Qu'aurions-nous dit si les chiffres du chômage sont en augmentation tous les mois, Madame Geoffroy. Si les déficits avaient continué à croître. Ce que nous disons aussi, c'est que nous créons de l'emploi. C'est quand même important que le solde devienne enfin positif dans notre pays, que nous cessions d'en détruire. Ce qu'a dit le président de la République aussi, c'est que nous avons une démographie dynamique. Il n'y a pas longtemps, c'était le sujet. Est-ce que nous faisions des enfants? Nous continuons à en faire et c'est une chance pour notre pays. Je crois qu'il l'a fort bien dit aussi. Nous luttons contre la pauvreté. Et pour les gens qui auront une augmentation du minimum social que nous avons lissé sur tout le quinquennat, ce n'est pas une annonce nouvelle, nous le faisons depuis le début du quinquennat, c'est bien aussi
je ne vois pas ce qu'il y a de contradictoire. Donc c'est mieux d'être au RSA plutôt que d'avoir du travail. C'est un peu ça qui se passe. Je ne crois que je n'ai jamais dit ça. Et si nous avons une loi travail, je vous rappelle, après le pacte de responsabilité, c'est bien pour permettre aux jeunes et aux moins jeunes de retrouver le chemin de l'emploi. Alors François Hollande a bien dit hier soir qu'il ne retirerait pas la loi travail. Quand on voit quand même ce qui s'est passé hier, il y a eu des événements importants dans les rues, il y a eu de la casse quand même, notamment dans des manifestations. Est-ce qu'il n'attise pas là la colère ? Non, en disant que la loi, c'est quand même, des choses sont assez claires. Nous, il faut pouvoir permettre de faciliter l'accès au monde du travail. Quand on est secrétaire d'État des quartiers de la ville, on constate un taux de chômage bien plus élevé qu'ailleurs. Tout doit être mis en œuvre pour rentrer sur le marché du travail. Il y a deux sujets. Il y a la protection de ceux qui travaillent, évidemment, et des salariés. Et puis, il y a le fait d'arriver sur le monde du travail. Moi, j'ai été députée, j'aurais voté la loi Macron sans difficulté. Parce que quand j'étais, en tant que députée maire de Vaux-en-Velin, je ne peux pas me satisfaire qu'on fasse un débat autour du dimanche, quand quand un certain nombre de jeunes n'arrivent pas à travailler les autres jours de la semaine. Il faut qu'on puisse quand même aujourd'hui se dire qu'il y a une difficulté à y rentrer. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à avancer sur la loi travail. Elle est modifiée. Vous l'avez vu, la discussion a été faite est en cours avec les parlementaires. Hélène Geoffroy, justement, vous dites elle est modifiée et elle va encore être modifiée. Hein. C'est donc le travail des parlementaires. Le chef de l'État. Donc on va voir ce que ça va donner. Quand on prend les choses simplement aujourd'hui dans les modifications qui ont été apportées récemment, il y a notamment le CDD qui sera donc bien surtaxé. Il l'était déjà. Alors moi, je vais vous dire quelque chose d'assez simple, Hélène Geoffroy. Je suis rédacteur en chef de Sud Radio. Je souhaite embaucher en CDD. Aujourd'hui, je n'embauche pas en CDD parce que les CDD sont de plus en plus surtaxés. C'est une réalité. Ils ne sont pas de plus en plus surtaxés pour l'instant. C'est les partenaires sociaux. C'est une réalité. Et le CDD, c'est l'ouverture vers le CDI, vous le savez. Les stagiaires, il faut les rémunérer. Très bien, sauf que la plupart d'entre eux ne savent pas encore travailler. Donc c'est quand même très compliqué. On va laisser répondre Hélène. Très concrètement, donc la politique du gouvernement, est-ce que dans ce domaine, elle va dans le bon sens, réellement ? Quand on dit on n'empêche pas les entreprises d'avoir des stagiaires, on sait bien que c'est utile. Tous les cursus de formation aujourd'hui ont des stagiaires. Ce qu'on dit simplement, c'est qu'il faut éviter les abus lorsque les stagiaires remplacent du travail régulier, parce que l'objectif, c'est bien de les former et pas qu'ils travaillent à la place des salariés. Sur la question des CDD, il n'y a pas de surtaxe supplémentaire aujourd'hui. Au moment où nous en sommes, nous disons que dans la loi, va être introduite une possibilité de modulation qui va être laissée dans son appréciation aux partenaires sociaux. Donc la discussion, elle ne sera pas dans le texte de loi, elle sera chez les partenaires sociaux. Je crois que le président de la République l'a rappelé très clairement. La surtaxe existe déjà aujourd'hui. Absolument. Elle n'empêche pas d'embaucher des CDD puisque, on l'a redit, la plupart des embauches se font en CDD aujourd'hui en France. Michael Zames. Change un tout petit peu de sujet. Pas de voile à l'université. Il n'y aura pas de loi, en tout cas. Alors que Manuel Valls avait dit un petit peu le contraire, 24 heures, 48 heures avant. Ça s'appelle un recadrage. Je crois que les deux ont été très clairs. Ils ont dit, le président de la République et le Premier ministre, que de toute façon, les principes constitutionnels ne permettaient pas de loi. Manuel Valls le dit aussi dans son interview. Il était plutôt favorable à une loi. En formulant le vœu, le président de la République a dit qu'il ne présenterait pas de texte qui, de toute façon, serait compliqué. Mais tous les deux ont dit que les principes de la laïcité devaient être très fermement appliqués dans tous les domaines, à l'université comme ailleurs. Aujourd'hui, je crois que ce que nous avons devant nous, c'est à redire, à réexpliquer ce qu'est la laïcité pour qu'elle soit... Est-ce qu'il y a un problème de voile à l'université ou pas ? En tout cas, les universitaires aujourd'hui ne le disent pas, ne le présentent pas cela comme une question. Il y a d'autres sujets qui les préoccupent, c'est la réussite des étudiants aujourd'hui et leur accès sur le marché du travail. Et puis, en revanche, le sujet que nous avons tous, et c'est ce qu'a rappelé le président de la République, quels sont les moyens que nous donnons pour permettre et la liberté de choix des femmes et leur émancipation. En tant que secrétaire d'État de la ville, c'est cela mon sujet aujourd'hui, leur permettre totale émancipation. Les problèmes de radicalisation justement dans les quartiers, dans les villes, c'est un sujet que vous connaissez bien. 9000 signalements de personnes radicalisées, a dit le chef de l'État hier soir, sur la question des maires démunis face à la radicalisation. Ce n'est pas qu'une question financière, a dit le président, ce n'est pas que la conséquence de la pauvreté. Alors c'est quoi ?
Ce que nous avons observé aujourd'hui, et ce sera le rôle des chercheurs de préciser les choses, c'est que les phénomènes de radicalisation s'observent sur tout le territoire national. Ils concernent à la fois des personnes qui ont pu grandir dans une tradition musulmane, comme ça peut ne pas être le cas. Donc je crois qu'il faut se hâter de raccourcis rapides. Là, c'est pas un raccourci rapide, c'est ce qu'a dit le chef de l'État hier. Je parlais je disais les choses de façon globale. Ce que nous avons en tout cas entamé pour les quartiers, de l'ensemble de nos quartiers populaires, c'est un travail sur la prévention de la radicalisation en formant tous les acteurs qui interviennent sur le terrain. C'est quelque chose d'immense, de former les acteurs associatifs, les fonctionnaires qui interviennent. Sur cette question, les Français avaient besoin d'être rassurés hier soir. Est-ce que le chef de l'État a rassuré les Français ? Le chef de l'État a dit que l'action publique était en cours. Qu'est-ce qui est intéressant de savoir qu'on est capable de détecter des signes de radicalisation, que quand des parents appellent des élus locaux, on a une réponse à leur apporter. C'est le cas aujourd'hui avec les préfectures et avec tous les acteurs qui vont être formés tout au long de l'année. Michael Zamès. Dans les collectivités locales, il y a aussi un problème, c'est qu'on a évidemment supprimé des subventions et les collectivités ont supprimé des subventions aux associations. Mais pas l'État. L'État a rétabli les crédits aux associations. Est-ce que les collectivités, là, parce que là je parle à l'ancienne maire de Vaux-en-Velin que vous êtes, ont laissé tomber ces associations ? Ce sont des choix politiques. Dans les quartiers populaires, en tout cas, les élus locaux ne laissent pas tomber les associations. Ils savent que c'est le sel, si je veux dire, de la cohésion sociale. Une fois qu'on est rassuré, bien entendu, sur le fait qu'elles portent toutes les valeurs de la République en elles sont indispensables. Et l'État fait un effort important. De nouveau, le Premier ministre a annoncé dans le cadre du siècle des financements aux associations. Elles sont un triptyque aux côtés des institutions, des citoyens, du monde économique. Elles font partie de ce triptyque qui tient nos quartiers bien debout. Hélène Geoffroy sur la politique intérieure et sur Emmanuel Macron qui fait la une du Parisien aujourd'hui, je le disais tout à l'heure. François Hollande dit « Il sait ce qu'il me doit, c'est une question de loyauté ». Alors doit-il rentrer dans le rang ? Comment vous jugez ce collègue du gouvernement ? Moi, je n'ai pas la prétention de juger mes collègues du gouvernement. Ce dont je suis sûre, c'est que... Je parle de son action, bien sûr. Oui, je pense qu'on a... Nouveau mouvement. Moi, ce dont... En marche. Oui, j'ai bien compris le sens de votre question. Moi, je sais qu'on a besoin, au moment où nous en sommes, de la solidarité entre nous. Je vais vous dire pourquoi profondément. Très souvent, ce qui rend l'action publique anxiogène ou illisible, c'est le fait qu'on ait l'impression que chacun dit une parole différente ou juge la parole de l'autre. C'est pour ça que je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. La question essentielle, c'est que nous soyons chacun dans notre fonction, notre ministère, en train de travailler, d'expliquer ce que nous avons fait et de continuer ce que nous avons à faire. Vous avez eu des éléments de langage de la part de l'Élysée et de Matignon ce matin ? Aucun là-dessus. Sur Emmanuel Macron, je vous rassure, j'en ai eu aucun. Ce n'est que ma conviction sur l'intervention du chef de l'État, sur ma conviction personnelle. Non, votre matinale était peut-être trop matinale, je n'ai pas eu le temps de les recevoir. Donc, ce qui m'a permis de dire ce que je pensais. Hélène Geoffroy, un problème très concret. Manuel Valls reçoit le président de l'Association des grandes villes de France, le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudingue, ce matin, car les maires n'en peuvent plus, ils ne supportent plus les baisses de dotation et demandent un lissage jusqu'en 2020. Est-ce que vous croyez que cette demande peut recevoir une réponse positive ? Je ne sais pas quelle sera la réponse donnée. Ce qui est sûr, c'est que le débat est clairement sur la table. L'ensemble des maires et des présidents de collectivités le portent. Et le gouvernement a commencé à y répondre au travers de la réforme de la dotation globale de fonctionnement. Vous savez qu'il y a un débat depuis plusieurs mois maintenant, avec l'idée de pouvoir retravailler sur les critères d'attribution de cette dotation. Et puis pour les quartiers et les villes plus populaires, permettre une meilleure péréquation dans les ressources qui est indispensable pour plus de justice. Michael Zamès. Question quand même sur 2017, parce que François Hollande l'a clairement dit hier, il attendra à la fin de l'année. La fin de l'année, ça veut dire fin décembre. Et les primaires de la gauche, elles ont lieu peut-être début décembre. C'est un enterrement de première classe de cette primaire. Il ferme le jeu ? Non, parce que le Parti socialiste a été très clair. Il dit qu'il souhaite faire début décembre. Faire la primaire. Je pense qu'avec ou sans François Hollande. Je crois qu'il n'a pas donné. Enfin, il n'a pas été aussi précis dans un calendrier, le président de la République. Oui. Donc évidemment, ma famille politique vous souhaitez fera les choses en face. Moi, ce que je souhaite en tout cas, c'est qu'il soit notre candidat l'année prochaine, parce que je pense
qu'avec finalement les 5 années que nous avons vécues doivent lui permettre. Mais si les primaires existent, et le parti les porte évidemment dans le cadre des primaires, mais moi je vous dis, ma conviction profonde, c'est que François Hollande soit notre candidat l'année prochaine. Hélène Geoffroy, on termine avec votre action au ministère de la Ville. Vous placez l'école au centre et au cœur de vos préoccupations, et l'UNICEF place la France, elle, à la 35e place sur les inégalités de bien-être dans les pays européens. Ça va mieux là ? Ça va mieux. Je vous rappelle que les études sont quand même antérieures à la majorité de ce que nous avons fait dans notre quinquennat. Ça va mieux. Aujourd'hui, nous avons de plus en plus d'enseignants dans nos classes. Ils sont formés, ce qui n'était plus le cas avec le précédent mandat, ce qui était quand même assez paradoxal. Et puis, nous sommes en train de travailler avec notre jeunesse, outre la question de la refonte de l'école que vous connaissez bien. Dans les quartiers populaires, il y a aujourd'hui plus de moyens, je le vois. Nous allons avoir des écoles, et le siècle annonce, nous allons refaire le bâti. Elles seront connectées, les enseignants seront devant les élèves, les parents d'élèves seront plus impliqués. Ce n'est pas la panacée, mais à mon avis, c'est le début de quelque chose de fondamentalement important, redire que la promesse républicaine va être tenue par les écoles. Voilà, Hélène Geoffroy, merci d'avoir été l'invitée de cette matinale d'info. Je rappelle que vous êtes secrétaire d'État à la Ville, ancienne maire de Vaux-en-Velin. On passe à l'analyse de l'actualité et de vos propos dans cette matinale d'info avec les éditorialistes de la presse quotidienne régionale dans un instant. Voilà, aujourd'hui j'accueille Raphaël Ruffier-Fossoul de Lyon Capitale. Bonjour Raphaël, merci d'être présent ce matin. Et Pascal Jalabert du Progrès de Lyon. Bonjour Pascal Jalabert. Bonjour. On va tout de suite regarder un extrait hier soir de l'intervention du président de la République, car pour François Hollande, ça va mieux. On regarde. Je veux insister aussi sur ce qui va mieux. Alors c'est vrai, quand le président dit ça va mieux, quand il y a tant de difficultés, on se demande s'il voit bien, s'il écoute bien, s'il a bien pris conscience des réalités. Eh bien oui, ça va mieux. Mais ça va mieux, il y a plus de croissance, il y a moins de déficit, il y a moins d'impôts, il y a plus de compétitivité, c'est-à-dire de capacité pour produire, il y a plus de marge pour les entreprises, il y a aussi plus de pouvoir d'achat pour les salariés. Voilà ce que j'ai fait depuis 4 ans et voilà pourquoi je vais poursuivre jusqu'au bout. Pascal Jalabert, je vais poursuivre jusqu'au bout, dit le président de la République. Pour que ça aille mieux ? C'est pas possible. Là, on est à 1 an de la fin du mandat. Il va terminer sa loi El Khomri. Il va faire la loi égalité-citoyenneté qui ne change pas grand-chose. Et puis le budget. Mais le temps des réformes est passé. Il est derrière. Donc aujourd'hui, François Hollande est confronté face à son bilan. C'est ce qu'il a essayé de défendre hier en disant j'ai un bilan, j'ai fait en sorte que ça va mieux. Franchement, pour le moment, il n'a convaincu que lui-même et ses plus chauds partisans. Parce que c'est vrai que les chiffres macroéconomiques sont meilleurs. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus, c'est l'INSEE qui le dit. Mais il y a le ressenti des Français et il y a surtout l'écart entre ce qu'attendaient les gens et ce qu'ils vivent réellement. Et ça, c'est rédhibitoire. Alors, Pascal Jalabert, j'ai une question qui se rapproche de la première question que j'ai posée à Hélène Geoffroy, qui était l'invitée de notre matinale d'info, la secrétaire d'État à la Ville. C'est que la presse quotidienne régionale a suivi la presse quotidienne nationale ce matin. Je vous montre la une de votre journal. Pas de François Hollande, ni photo, ni une. Pourquoi ? Quelle indifférence, au fond ? Il y a quand même une page intérieure, c'est pas une différence. Le problème, c'est qu'on avait déjà mis... une intervention du président de la République, mais à sauf 20h30 devant les Français. Voilà, sauf qu'on avait... Non, c'est pas une erreur de bouclage. Là, c'est que on avait déjà fait une avec François Hollande hier matin. Donc vous considérez que c'est pas aussi important ? Et comme il n'y avait pas d'annonce majeure, il y aurait une annonce majeure, on l'aurait mis à la une. Mais là, on avait expliqué dans le journal de la veille pourquoi il allait expliquer ce bilan et qu'il n'avait plus rien à annoncer. Donc là, François Hollande, il est en mode intermédiaire entre un président en bout de course et un candidat qui ne l'est pas encore. Donc c'est une période très compliquée et dans une situation inédite avec un rejet qui dépasse les 80%. Donc franchement, qu'ont appris les Français hier soir ? Pas grand-chose. Raphaël. Ouais, c'est pas si inédit que ça, parce qu'on a un peu tué tous nos anciens présidents. Tout le monde est très sévère aujourd'hui avec Hollande. Je crois qu'on est d'autant plus sévère qu'on ne voit pas d'alternative émerger. Ni à gauche, on ne voit pas comment François Hollande ne serait pas candidat à la prochaine présidentielle. Et à droite, franchement, les Français ne sont pas convaincus que Juppé, Sarkozy, Fillon, qui ont déjà été aux manettes, fassent vraiment mieux. Donc on voit bien qu'il y a une crise de la démocratie, ça demande
à une réflexion plus profonde. Moi, ce que je retiendrai, c'est l'échange qu'a refait Christophe Bordet tout à l'heure sur la difficulté d'embaucher face à la lutte nécessaire contre la précarité. Il a parlé des CDD, Christophe Bordet. Ouais, oui, et puis c'est de dire que un gouvernement qui veut des CDI, qui veut lutter contre la précarité des travailleurs, ce qui est très bien de lutter contre la précarité des travailleurs, mais ce qui n'est pas pris en compte, c'est qu'il y a toute une partie de la population qui maintenant n'est plus dans le contrat de travail classique, et je crois que la faute pour ce gouvernement, la faute pour un gouvernement de gauche, ça a été la gestion du cas Uber. Uber, c'est intéressant, il y avait d'un côté les taxis qui sont des travailleurs quand même un peu protégés face aux Uber qui sont des gens qui n'avaient pas accès au marché du travail, et le gouvernement a tranché en remettant à la rue, au chômage, sans préavis, les Uber, sans penser sur leur situation. On va revenir à l'intervention du président de la République. Est-ce qu'il a vraiment désavoué son Premier ministre sur l'interdiction du voile à l'université, Pascal Jalabert? C'est un vrai recadrage dans les règles? C'est pas... Oui, clairement, oui. C'est-à-dire, Manuel Valls dit qu'il faut l'interdire, et François Hollande dit non, on ne l'interdira pas. Donc là, il y a quand même un hiatus. Il a aussi recadré Macron. Là aussi... Alors, Emmanuel Macron rappelait à une loyauté nécessaire à son égard, c'est ça? Bien entendu, mais là, il commet la même erreur qu'avec... Oui, voilà. Quand on a besoin de rappeler quelqu'un à la fidélité... Il commet la même erreur qu'avec Taubira, et celle qu'avait commise d'ailleurs Nicolas Sarkozy avec Michel Alliot-Marie, c'est-à-dire Macron, ça fait 2 mois qu'il traîne quelqu'un qui dit le contraire, puis qui se rétracte, puis qui redit le contraire, puis qui se rétracte. Bon, au bout d'un moment... La jurisprudence Chevènement, elle a quand même une vertu, c'est la cohérence. C'est-à-dire, on n'est pas d'accord, on veut faire autre chose, on s'en va. Là, Macron, ça fait depuis 2 mois qu'il dit des choses, puis qu'il les retire. Ah, mais non, je suis pas de gauche, je suis pas tout à fait, je suis dans le gouvernement, mais je fais mon mouvement à côté. Enfin, quelle lisibilité pour les Français. Raphaël, c'est des recadrages gentillets quand même. On sent qu'il n'est pas en situation d'imposer beaucoup de choses. Quand on dit à son ministre, rappelle-toi qui t'a fait, tu me dois beaucoup. C'est une manière de me dire... Jacques Chirac avait dit, je décide, il exécute. À propos de Nicolas Sarkozy, un fameux 14 juillet. Oui, on est un peu... Au moment où Chirac commençait à perdre la main face à Sarkozy. C'est ça, c'est un signe de faiblesse. Et puis, c'est un signe, au bout d'un moment, de manque d'autorité et de manque de cohérence. Ce qui est reproché à François Hollande, c'est pas sa personnalité. Les gens continuent à le trouver sympa, plutôt normal, plutôt abordable. Vous l'avez trouvé comment face aux Français d'ailleurs, aux 4 Français? Il est à l'aise, il sait répondre, etc. Mais le problème, c'est cette sensation d'amateurisme et de non-décision. Il était suffisamment dans l'empathie, techniquement parlant, je parle. Vous l'avez trouvé il était dans la bonne distance, oui. Il est très à l'aise. Ségolène Royal était carrément dans l'empathie, lui... il reste dans l'abordable. Voilà la différence que je fais entre les deux. Donc, c'est pas le moment où il a été le plus malmené. Le hiatus, il est que ces gens lui parlaient de problèmes concrets qu'ils vivent au quotidien et que lui avait des réponses macroéconomiques à apporter. Donc, ça ne colle pas. Raphaël. François Hollande, c'est qu'il ne tranche pas, effectivement. Il laisse les choses avancer et puis il prend la décision qui va dans le sens du vent. Un mot sur Hélène Geoffroy, qui était notre invitée, la secrétaire d'État à la ville, qui est l'ancienne maire de Vaux-en-Velin, une commune, une ville que vous connaissez bien, puisque vous êtes vous-même lyonnais. Comment avez-vous trouvé sa défense du gouvernement d'une manière générale et de François Hollande? C'est la dernière arrivée. Elle aussi, elle doit tout à François Hollande. Le fait qu'elle soit dans le gouvernement, c'était même assez inattendu. Donc, c'est pas elle qui va se permettre d'aller critiquer François Hollande. Elle l'a plutôt bien fait, je trouve d'ailleurs. Elle a fait ce qu'elle a pu. Alors, on regarde la une du Progrès. Pascal Jalabert, je disais qu'il n'est pas question de François Hollande dans cette une, et que vous trouviez ça normal, c'est ça qui est le plus intéressant. Il était là la veille, donc bon, les gens savaient qu'il était à la télévision hier soir, donc il n'y a pas besoin de l'annoncer à la une, il y a une page à l'intérieur. Alors pour la radio, la une c'est l'OL Nice ce soir. Oui, parce que on revient, c'est la première grande heure du nouveau parc OL, et on revient aux grandes heures de l'OL qui joue ce soir sa place en Ligue des Champions. Face à Nice, qui est l'équipe révélation de la saison. Et puis alors il y a un titre intéressant, première au Conseil régional, l'opposition quitte l'hémicycle. Pour Territoire d'Info, c'est intéressant. Ça commence à se passer mal. Oui, Laurent Wauquiez, il est clivant, il est tranchant, il refuse le plan de l'État, il donne rien à l'opposition, donc il va y avoir 4 entrées tendues. Et la une de Lyon-Capitale, Raphaël Ruffier-Fossoul, l'incroyable parcours d'un terroriste lyonnais. C'est une histoire effarante, c'est un homme qui est considéré comme dans le top 40 d'Al-Qaïda, qui était dans nos prisons, qu'on a libéré,
qui a fait que 9 ans de prison alors qu'il est en contact avec tous les réseaux terroristes de ces 20 dernières années en France. Merci Raphaël Ruffier-Fossoul, merci Pascal Jalabert. On se retrouve lundi pour une nouvelle matinale d'infos de Public Sénat et de Sud Radio. Bon week-end à tous et à lundi matin.